Cette avant-dernière conférence, on va aborder l'environnement macroéconomique qui, on peut le dire, est complexe, notamment pour les décisions d'épargne. À mes côtés, j'ai un large panel pour discuter de ce sujet aujourd'hui. Guillaume Mottier, président de Meilleur Taux, si vous voulez nous rejoindre. François Deltour, directeur général d'Arkea Investment Services. Adina Grigoriou, fondatrice et directrice générale d'Active Asset Allocation. Bravo. Et Nicolas Louvet, directeur général de CoinHouse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être là aujourd'hui. Alors voilà, on est parti d'un constat pour construire cette conférence. C'est que la Banque centrale a relevé ses taux directeurs une dizaine de fois environ depuis juillet 2022. À cela se mêle une inflation structurelle, une instabilité géopolitique qu'on connaît tous. Alors ma première question, forcément, c'est de quelle manière tout cela a impacté votre activité à tous? Je commence avec vous, Adina, si vous voulez bien. Bonjour, merci à tous d'être là. Je vois que ça soulève l'intérêt des foules. Bon, ça commence à être la fin de la journée. Alors, donc, mon activité, de manière générale, peut-être juste dire deux mots sur ce que je fais, parce que sinon, ça va être compliqué de comprendre. Donc, j'ai deux activités. J'ai une activité d'allocation d'actifs. Donc, à ce titre-là, je travaille avec des institutions de type caisse de retraite, assureurs fonds propres, etc. Donc, eux, ils ont été impactés d'une certaine façon. Et puis, j'ai une autre activité où j'ai développé une place de marché digital pour l'épargne. Et donc là, d'autres impacts. Donc, sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, investisseur institutionnel, je pense que voilà, les caisses de retraite ont refait leur allocation stratégique, ont refait des allocations tactiques, ont revu tout ça, l'actif passif, l'équilibre, etc. Donc beaucoup de travail pour eux. Les assureurs, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Donc ceux qui avaient fermé l'accès aux fonds en euros se sont dépêchés de le rouvrir. Et j'ai envie de dire que maintenant, plus il y a d'argent qui rentre dans le fonds en euros, plus ils seront compétitifs d'un point de vue taux qui pourront servir dans les prochaines années. Donc ça a normalisé en fait un certain nombre de choses. Alors, je pense que c'est vous direz ce que vous en pensez vous, hein, mais c'est juste un retour à la normale, hein, les taux positifs. Oui, exactement. Ce qui était pas normal, c'était le fait que l'argent soit gratuit. François Deltour, vous êtes directeur général d'Arkea Investment Services, qui regroupe aussi les activités de banque privée. De quelle manière ça vous a impacté sur cette activité? Oui, bonjour. Effectivement, Arkea Investment Services, ça regroupe tout ce qui est gestion d'actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkea, plusieurs entités, donc dans les deux métiers que je viens de citer. Donc finalement, nos clients, ce sont des particuliers pour la banque privée, avec tous les métiers d'une banque à un privé de plein exercice, y compris le crédit, je pense qu'on va en parler aujourd'hui, et puis les clients institutionnels, on a parlé des caisses de retraite, des assureurs, etc. Peut-être avant de parler rapidement de l'impact, je pense que si on revient un peu en arrière, c'est intéressant que tout le monde mesure à quel point ce qui s'est passé depuis juin 2022 est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. En introduction, vous avez dit que la BCE avait remonté 10 fois d'affilée ses taux. C'est vrai, mais regardons l'année 2022. L'année 2022, c'est vraiment l'annus horribilis sur les marchés. C'est une année où l'obligataire monde a perdu une quinzaine de %, les actions, même chose. Et donc, si on prend ce qui est un portefeuille classique d'un investisseur retail un peu modéré, c'est-à-dire 60% obligations, 40% actions, et bien finalement, la performance de ce portefeuille, c'était moins 17 l'année dernière. C'est la pire performance en 30 ans. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que je pense que ça a un impact assez fort sur le comportement de nos clients aujourd'hui. C'est-à-dire que certains ont pris, il faut le dire, le bouillon l'année dernière, donc sont beaucoup plus prudents. Tu as dit qu'on revenait sans doute en arrière. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en 6 mois, 15 ans quasiment de baisse des taux a été effacé. Donc on est vraiment revenu complètement en arrière. C'est plutôt sain. On retrouve des taux positifs. Le monde de taux négatifs soulevait beaucoup d'autres questions. Après, c'est surtout la brutalité à laquelle ce changement s'est passé qui a surpris beaucoup de clients. Donc ce qu'on a pu observer et ce qu'on observe encore, c'est pas mal d'attentisme de la part de
de clients, un regain d'intérêt sur des produits qui n'existaient plus, qui étaient les produits structurés à capital garanti, qui ont eu des collectes vraiment extraordinaires entre fin d'année dernière et puis toujours cette année. Et puis aussi le regain d'intérêt pour les produits d'épargne bancaire, les livrets ou autres, avec une désaffection des produits actions. Puis juste pour finir, des produits là aussi dont on ne parlait plus, on en parlait il y a 15 ans, c'est tout ce qui est produits obligataires. Deux chiffres, je trouve, on va y revenir tout à l'heure. Moi, je ne vais pas en parler plus. Je passe à vous, Guillaume Mottier. Vous parliez d'attentisme, Monsieur Deltour, juste avant. C'est cette période de transition, on en a parlé quand on préparait cette conférence. Cette période de transition, elle est compliquée pour arriver à un environnement peut-être plus sain que ce qui était les taux zéro. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que globalement, un environnement avec des taux, alors pas trop élevés, mais entre, disons, 3 et 5%, envoie un signal économique qui est plus clair, c'est plus sain. Et je pense, comme ça a été dit il y a un instant, c'est tout simplement la vitesse et la rapidité et la brutalité, je reprends ce terme, de la transition, du passage d'un environnement au fond de taux zéro à des taux autour de 3 à 5%. Et bien sûr, le temps que met cette hausse des taux à se propager dans le reste de l'économie. Nous, chez Meurthaud, on est des deux côtés du bilan. On est un intermédiaire en crédit immobilier, crédit conso. C'est, je dirais, le rôle pour lequel on est le plus connu. On est aussi un intermédiaire en produits d'épargne par notre filiale Meurthaud Placement. Et on voit que typiquement une classe d'actifs comme l'immobilier a des prix qui s'ajustent dans la durée. Donc quand on est dans une période dans laquelle finalement les taux augmentent de manière extrêmement forte en peu de mois, il y a des signaux économiques qui sont brouillés parce que notamment le prix des actifs, lui, s'ajuste avec retard. Et on est en fait en plein dedans. Je pense que la première réaction immédiate, évidente qu'on voit chez nos clients côté placement, c'est que une réaction assez classique en environnement très volatile. Quand les taux montent très très fort, les gens veulent d'abord se protéger. Ils vont d'abord vers des classes d'actifs très visibles, très prévisibles. Et c'est ça qui a expliqué le succès incroyable d'un produit tout simple comme le livret A. On voit qu'un produit comme le fonds euro, qui évidemment est d'abord avec un rendement globalement assez bas et surtout peu prévisible, finalement, c'est annoncé à la fin de l'année, à la fin de chaque exercice, finalement a créé une forme de défiance et les clients sont plutôt allés vers des classes d'actifs très prévisibles. Donc en effet, ça a été dit, les classes obligataires, là il y a un rendement finalement très prévisible. Et puis même les produits structurés, moi je les mets aussi dans cette veine-là, parce que le produit structuré aujourd'hui, c'est en tout cas comme ça qu'on communique dessus, c'est un produit sur lequel il y a une promesse de rendement, au fond très claire. Alors évidemment, il faut lire la suite, parce que c'est des produits à formule, mais finalement la tendance très claire qu'on voit côté épargne, c'est je veux des taux certains, et puis capturer bien sûr le moment où nous sommes, c'est-à-dire avec des taux qui sont peut-être au niveau le plus élevé, et peut-être vont-ils refluer un petit peu. En tout cas, c'est clairement ce qu'on voit chez nos clients. Ouais, on va développer ce point-là juste après aussi. Je voulais donner la parole à Nicolas Louvet d'abord. Vous gravitez beaucoup plus dans un monde de crypto-monnaie. Vous n'avez pas eu du tout le même impact que les trois premiers acteurs ici aujourd'hui. Comment cela a impacté votre activité ? Alors bonsoir, donc en effet, moi c'est plutôt l'univers des crypto-actifs plus que crypto-monnaie. La caractéristique de monnaie est discutable pour pas mal de crypto. Donc en effet, oui, chez nous, on sert avec une plateforme d'investissement des particuliers et des entreprises et on est sur des cycles assez différents. Alors qui se sont quand même corrélés au cycle du marché global à partir de 2022, mais je dirais qu'à côté de ça, on a connu aussi des cycles baissiers dans le marché crypto à une époque où les marchés actions, obligataires et autres n'ont pas nécessairement connu les crises précédentes. Je pense notamment au dernier cycle qui était celui du dernier pic crypto avant de celui de 2021. C'est celui de 2017 qui s'est prolongé ensuite par 2 années assez difficiles, 2018-2019, et un retour à la normale et à des flux beaucoup plus importants sur les différentes plateformes et un regain d'intérêt en 2020 et particulièrement en 2021. Donc là, on est rentré, nous, quelque part... Même si on peut décorréler par rapport au marché, à la situation qui a été provoquée en partie par la guerre en Ukraine et ensuite par les différentes conséquences, on est rentré assez vite, nous, dès fin 2021, dans un marché baissier, qui s'est en effet concrétisé par une année extrêmement difficile sur 2022. Nous aussi, on a des clients qui peuvent avoir perdu, tant qu'ils n'ont pas vendu, en tout cas, facialement, 50, 60, 70% de leur portefeuille, en raison de certaines cryptos qui ont réellement chuté. Il y a même un moment où vous aviez dû geler vos livrets.
Alors ça, c'est un produit qui est en effet à part, parce qu'on ne vend pas que le livret, on a un produit qui sert essentiellement à vendre des cryptos aux gens et aux entreprises que ça intéresse. Donc avant tout, la grande majorité de notre volume, qui est quand même de plus d'1 milliard d'euros sur les 4-5 dernières années, c'est de la vente de cryptos. Donc les gens, la partie des livrets, c'était quelques dizaines de millions d'euros. Et en effet, ça a été plutôt impacté, on y reviendra peut-être après, par une chute d'un des gros acteurs, en partie américain et on va dire une plateforme mondiale qui s'appelait FTX, et les conséquences principalement d'FTX, qui a provoqué une grosse crise de liquidité au niveau des prêts-emprunts de crypto. Donc c'est principalement ça la chute. Donc une belle chute avec une claire corrélation au marché financier et une remontée très nette depuis la fin 2022. Et particulièrement donc, là sur le début de l'année, on est à plus de 60% pour la performance du Bitcoin, même un petit peu plus avec les remontées récentes. Donc ça fait un actif qui performe très bien. Donc il peut avoir perdu 70% en 2022. Il a déjà progressé de plus de 60% en 2023. D'autres cryptos suivent, d'autres n'ont pas du tout encore suivi. On reste dans un marché encore assez atone. On n'a pas énormément de volume. On est vraiment dans le bas du cycle. Et on se décorrèle un peu, je dirais, des marchés. On s'est corrélé à certains moments. L'entrée de la guerre, des phénomènes ponctuels qui ont marqué, les phénomènes de chute, notamment quand il y a eu la chute de la banque américaine Silicon Valley Bank. Là, on a eu des phénomènes qui sont tout de suite ressentis sur les marchés crypto. Mais là, on commence à voir des décorrélations assez intéressantes. C'est une vraie remontée depuis fin 2022. Ah oui, clairement. Ouais. Depuis fin 2022. De toute façon, c'est simple. Hein. Le Bitcoin était à 16 000 $. Au plus bas, il a dû descendre à 14 000 dans son pic. Là, il est à 30 000 $. Donc, vous faites le calcul. Très bien. Du coup, ça, c'est le constat que vous avez fait. Vous avez dû réagir, prendre des initiatives. François Deltour, on discutait et vous êtes rapidement tourné vers face au nouveau contexte, vous avez créé de nouveaux produits. Est-ce que le retour de l'obligataire a été mis au sein de ces nouveaux produits tout de suite ? Oui, on a créé des nouveaux produits. Avant de créer des nouveaux produits, on a quand même un devoir envers nos clients, c'est que ceux qui sont sur des anciens produits, on les accompagne. Donc ça n'a pas forcément été simple, mais pour nous, la première chose à faire, il n'y avait pas de gain immédiat, c'était surtout vis-à-vis de nos partenaires distributeurs. Quand ça va bien, on est ravis d'être avec eux, mais quand ça va mal, on est obligé d'être avec eux, il faut l'être de façon encore plus proche que dans les périodes où tout va bien, parce que comme ça on construit une relation dans la durée. Donc la première chose, ça a été de les accompagner pour essayer avec eux de naviguer dans ce nouvel environnement. Et puis après, pour revenir sur les nouveaux produits, effectivement, je rejoins un peu ce que vous venez de dire, Guillaume, on est peut-être à un pic en termes de taux. Donc nous, on pense que c'est vraiment un moment intéressant pour en quelque sorte prendre date un peu sur le marché. Donc on a lancé 3 fonds obligataires à échéance assez différents en termes d'exposition aux différents spectres obligataires pour justement permettre à nos clients d'avoir un rendement grosso modo connu avec un avec une échéance de 3 ans, un autre avec une échéance de 5 ans, mais pouvoir en quelque sorte loquer, même si ce n'est pas de façon réglementairement dicible comme ça, mais en tout cas de façon à peu près loquer un taux qui est connu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a parlé un peu des structurés. Là aussi, c'est finalement lancer des produits structurés assez simples à vendre parce qu'il y a une formule, parce que les gens comprennent comment ça fonctionne, mais des produits un peu différents. Des produits à capital garanti, ce qu'on ne pouvait plus faire depuis pas mal d'années, et puis aussi des produits sur lesquels on réfléchit aujourd'hui, des produits plutôt indexés sur des indices crédits, qui redeviennent intéressants, qui là aussi, finalement, on revient 10 ans en arrière avec des choses qu'on ne pouvait plus faire, mais qui ont vraiment, dans ce nouvel environnement de marché, un intérêt fort. Et puis dernière chose, mais là je pense que tout le monde a fait la même chose, là c'est plutôt sur notre activité de bancaire et donc l'activité de crédit, il a fallu naviguer en fonction des différentes hausses des taux de refinancement pour pouvoir appliquer à nos clients ces différentes hausses avec le taux d'usure de l'autre côté, donc juguler un petit peu les différents volumes pour continuer, c'est un peu notre mission, à prêter à nos clients, mais tout en leur faisant comprendre que c'était plus la même chose qu'avant, et donc il fallait fonctionner de façon un petit peu différente sur ce que pouvait apporter le crédit. Adina, est-ce que vous êtes aussi tournée vers ce marché-là, de l'obligataire, du produit structuré ? Alors en fait, moi je ne suis pas asset manager, donc en fait je vais travailler avec l'ensemble des produits, on va dire, disponibles pour créer des solutions
en fait, pour les clients, qu'ils soient d'ailleurs institutionnels ou clients particuliers. Et on travaille toujours sous contrainte. Et je reviens juste un instant sur ce que François a dit à propos de l'année 2022. C'est que des gens qui étaient... donc là, je parle des particuliers, parce que les institutionnels, ils sont un peu plus versés dans le risque, etc. Mais les particuliers qui étaient investis dans des produits, par exemple, d'assurance vie, considérés comme prudents, ont effectivement, alors je crois que j'ai les chiffres de notre observatoire de la gestion pilotée, ont perdu entre 10 et 17%. C'est énorme. Sur des produits prudents. Donc là, vous voyez, c'est quasi toute la théorie financière qui est mise à mal, puisqu'on n'est pas censé, avec un produit prudent, qui est composé de manière quand même diversifiée, etc., mais tout a perdu de manière assez forte, donc y compris les cryptos. Mais donc ça a été un peu compliqué. Mais du coup, on revient vers des choses un peu plus fondamentales qui sont... dites-moi ce que vous ne voulez pas perdre et je vous dirai combien vous pouvez gagner. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement avec toutes ces nouvelles briques, alors que ce soit les fonds obligataires à échéance qui sont effectivement très intéressants aujourd'hui, avec des structurés bien faits, etc., peut-être même avec un peu d'immobilier. Donc en fait, il faut tenir du private equity, tout ce qui est un peu à la mode aujourd'hui, qui a peut-être un peu moins perdu pour le coup l'année dernière, parce que pas de liquidité et puis un peu une facilité un affichage de ne pas montrer une perte. Voilà, on peut constituer des portefeuilles assez intéressants qui tiennent compte du profil de risque, qui tiennent compte de l'horizon d'investissement de l'investisseur et qui prennent en compte la manière dont la personne va épargner dans le temps. Vers quel type d'actifs vous vous êtes tourné pour amortir cette baisse qui est assez significative ? En fait, l'année dernière, il n'y avait que le cash. Hein. C'était assez simple. Guillaume Mottier, pour vous, vous avez une grosse activité épargne. Est-ce que l'obligataire a pris plus de place dans votre portefeuille ? Ouais, je dirais en effet le réflexe du livret, du cash, honnêtement, c'est redevenu un produit très tendance. Et bien sûr, tout le monde a noté le grand retour des livrets rémunérés. Et c'est vrai que dans un bilan bancaire, au passage, c'est un grand non-dit de ce nouveau contexte. Beaucoup de banques, par exemple en ligne, qui avaient des modèles quand même assez tendus parce que c'est des coûts marketing très élevés et qui étaient structurellement non rentables dans un univers de taux zéro, sont devenus structurellement rentables parce que juste, il y a un carré d'intérêt qui est devenu positif. Donc quand vous avez en gros des dépôts à zéro et puis un petit peu de livret boosté et que sans faire trop d'efforts, vous avez un actif qui vous donne 3 ou 4%, ça rend le modèle rentable. Et donc, ça a rendu structurellement rentable des objets économiques comme notamment beaucoup de banques en ligne. Et je pense qu'au total, c'est plutôt gagnant pour tout le monde. On préfère avoir des banques rentables que des banques pas rentables. Et je dirais évidemment le placement obligataire et les placements de façon générale sécurisés, c'est les grands gagnants, l'environnement dans lequel on est, simplement parce qu'ils offrent une réponse à de l'incertitude, à de la volatilité. Je suis aussi d'accord avec la première remarque qui a été faite, c'est l'occasion de parler, alors dans votre cas à vos distributeurs, dans mon cas à mes clients, c'est clair que le contexte dans lequel on est, il donne des occasions de parole, de contact. Nous, c'est évidemment le cœur de notre modèle. On a la newsletter écrite tous les matins par Marc Fiorentino. Et évidemment, il y a énormément de choses à raconter. Alors je dirais, ensuite, il y a deux classes d'actifs très intéressantes. Il y a alors le fameux fonds euro. Évidemment, le fonds euro, les assureurs n'en voulaient plus, c'était fermé, c'était sous condition, il fallait mettre 30% du C, voire voilà, des conditions extrêmement strictes. Et là, ça revient. Alors, moi, je dirais, sur ce grand retour des fonds euros, on le voit de façon un tout petit peu ambiguë, parce que si on regarde, c'est assez peu commenté dans le marché, mais quand même, globalement, un fonds qui a investi essentiellement d'obligations d'avant, donc celles qui donnent 0 ou 1%, il doit avoir une position, globalement, tous les fonds euros sur la place, la position de liquidité et de solvabilité des fonds euros, elle doit être quand même très très différente de ce qu'elle était il y a 18 mois. Et donc bien sûr, l'intérêt objectif des assureurs vie, c'est que les nouveaux versements viennent reluer les anciens. Mais du point de vue de l'investisseur, est-ce que c'est son intérêt d'aller reluer ? C'est moins clair. Donc on voit que ce que les assureurs font pour justement créer un intérêt, c'est des taux boostés sur les nouveaux versements. Mais combien de temps ça va durer ? C'est un peu une offre de bienvenue, c'est toujours bon à prendre, mais il ne faut pas croire qu'on voit par exemple des assureurs annoncer « alors le taux euro cette année, ça va être 4%, je vous le garantis ».
Oui, mais il ne faut pas croire que ça va durer tout le temps. C'est clair que les assureurs vie aujourd'hui ont intérêt à reluer massivement leurs fonds euros pour des raisons de solvabilité évidentes, quoi. Juste, les portefeuilles obligataires sont en moins-value très très forte. Et donc, il y a un enjeu en fait, de solvabilité évident. Je crois que c'est très peu commenté pour des raisons qu'on comprend très bien. Je veux dire, il faut plutôt laisser ce comportement relutif se faire. Mais enfin, du point de vue de l'assuré, nous, on dit, faites attention, est-ce que vraiment on a de la visibilité pour plusieurs années? C'est à voir. Après, il n'en demeure pas moins que le fonds euro fait forcément partie d'une allocation. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'au total, hein, c'est vraiment la théorie financière de base, je crois que c'est la première heure de tout le cours de finance, il faut être investi en gros partout. Et c'est juste une question de pondération. Donc du fonds euro, il en faut, mais jusqu'à quelle pondération? Probablement un peu moins que ce qu'on entend, et donc il faut du fonds euro, mais je dirais en dessous de la moitié probablement. Et puis la dernière classe d'actifs qui est très intéressante, c'est l'IMO et notamment les fonds IMO. Alors on voit qu'en fait cette crise des fonds IMO, elle est plus récente. Pourquoi? Parce qu'elle s'est faite en 2 étapes. Au fond, il y a d'abord un phénomène assez classique de valeur des actifs. Bon, comme je l'ai dit, ça met du temps à se propager, hein. Tout le monde observe que le prix des appartements et bien sûr l'immobilier commercial, dans la formule, c'est la somme actualisée des flux futurs, donc c'est censé s'ajuster. Ça s'ajuste évidemment pas tout de suite, ça met du temps. Donc l'ajustement, il commence tout juste. La valeur des actifs, elle a commencé. On voit que certaines SCPI ont annoncé, mais c'est assez récent, hein, ça date au fond d'il y a 6 mois pour les premières, et puis certaines d'entre elles, ça date plutôt de la fin de l'été, ont annoncé des baisses de valeur. Et surtout, et ça on le voit vraiment maintenant, il y a un deuxième effet, qui est un effet pour le coup de liquidité. Parce que dès lors qu'on annonce des baisses de valeur, il y a moins d'inflow et donc ça pose un problème de liquidité. Et ça, c'est le sujet du moment. Donc s'il y a bien une classe d'actifs, je ne suis pas le seul à le dire, bien sûr, mais qui nécessite beaucoup de vigilance, c'est plutôt la classe d'actifs IMO, détenue à l'actif, donc notamment les SCPI. Et donc là-dessus, il faut vraiment regarder très en détail ce qu'il y a dans le fond, parce que voilà, c'est une classe d'actifs qui est très challengée en ce moment. Voilà. Il y a un troisième point, c'est le coût de l'emprunt. Et alors, évidemment, le coût de l'emprunt, la plupart évidemment, des actifs IMO sont financés à crédit, mais l'ajustement de valeur, c'est le reflet direct du coût d'emprunt. Donc le fait qu'évidemment, quand on s'endette, c'est plus cher, normalement, l'effet marché fait que ça fait qu'on peut acheter moins, emprunter moins. En gros, hein, la hausse des taux depuis 1 an et demi, c'est 20% de valeur en moins. Ce n'est pas encore ce qu'on voit. On ne voit pas 20% de valeur en moins, on voit 3-4%. Mais c'est suffisant pour créer le comportement dont j'ai parlé, qui est un comportement d'attentisme, qui ensuite se traduit par des problèmes de liquidité. Au fond, ce n'est pas la peine de voir 20% de baisse de valeur pour qu'on ait déjà des sujets de liquidité dans certains fonds. Voilà, donc vigilance là-dessus. Et sur l'immobilier, je pense que ce qu'on voit aussi à nouveau, c'est peut-être un peu quelque chose qu'on a oublié, c'est que la sélectivité, elle est importante. Tout le monde gagnait finalement. On va peut-être parler du private equity tout à l'heure. Je trouve qu'il y a des similarités assez grandes entre les deux classes d'actifs. Mais finalement, dans un monde où les taux baissent progressivement, tout le monde gagne. Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Et on investit sur un produit, tout le monde gagne entre 5 et 7. Et là, on voit vraiment une grosse différence. On voit une grosse différence en fonction des sous-jacents. Est-ce qu'on est investi sur du bureau francilien ou sur du résidentiel dans telle ou telle ville? On voit aussi une différence, et elle est encore plus importante, c'est sur l'historique. C'est-à-dire les grosses SCPI, notamment de bureaux, souvent bancaires, qui ont eu une collecte incroyable 2019, 2020, 2021, 2022, qui ont dû absolument déployer, donc sur des actifs de plus en plus gros, avec en plus en même temps le Covid qui a changé la façon de faire et qui a complètement bouleversé un peu le monde de l'immobilier de bureau, entre celles-là qui ont effectivement annoncé des dévalorisations de parts pour certaines quand même assez importantes, hein, on parle de 15, on parle de 17%, et les autres qui se sont lancés plus récemment, qui finalement on s'en rend moins compte quand on est un investisseur privé qui veut acheter un appartement, on se rend compte que ça a baissé, il y a des nouvelles marges de négociation, mais ça n'a rien à voir avec les marges de négociation qu'on voit aujourd'hui sur le commerce, sur le bureau, où les prix auxquels partent les actifs ne sont pas du tout les prix affichés. Donc là, il y a des rendements embarqués dans les nouvelles SCPI qui sont vraiment, je trouve, beaucoup plus en phase avec l'environnement de taux qu'on voit par ailleurs. C'est normal, et c'est important d'avoir en tête l'effet retard dont on a parlé tout à l'heure. Très bien. Nicolas Louvet, je reviens vers vous. Je ferme la parenthèse, on retournera sur l'allocation de ce type d'actifs. Mais pour vous, après ce choc, vous avez parlé de la chute d'FTX notamment, qui vous a impacté, qui a impacté tout le marché de des cryptoactifs. Vous, comment vous rebondissez? Comment vous faites face à une crise de confiance, crise de liquidité qu'il peut y avoir sur votre marché? Déjà, on a fait un choix assez fort. On a décidé d'indemniser une bonne partie des clients, c'est-à-dire de dire que on était capable de supporter l'intégralité en fait de l'argent immobilisé, parce qu'il s'agit en fait d'une immobilisation des fonds plus que d'une perte.
elle n'est pas encore avérée réellement, cette perte, eh bien, on a décidé en fait d'indemniser tout le monde, donc jusqu'à un certain niveau, et on a réussi ainsi à indemniser plus de 90% des clients, et on a proposé un protocole qui a été signé par 99,8% des gens, donc quasiment tout le monde. Et ensuite, avec les autres, on a eu un accord de leur reverser à chaque fois qu'on récupérait nous-mêmes des fonds de la part des contreparties de leur livret, parce que faut rappeler quand même le produit, c'était un produit qui était dans lequel on proposait aux gens un placement de leurs fonds auprès de contreparties qui étaient listées, nommées. Donc c'était très clair que c'était écrit dans les conditions générales qu'on propose un rendement qui n'est pas offert par nous-mêmes. Nous, on est un intermédiaire et ce rendement est proposé par telle plateforme. Et pour dérisquer, on a proposé 4-5 plateformes différentes avec des allocations entre elles de façon à pouvoir en fait mixer le risque. Le problème, c'est que toutes ces plateformes qui étaient plutôt de bonne renommée étaient en réalité liées entre elles et que la chute d'FTX a entraîné la chute de 4 ou 5 plateformes derrière qui a bloqué toute la liquidité. Depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré en réalité déjà, sur un fonds, on a récupéré 50% de la mise. On a déjà redonné, ceux qui ont récupéré 100%, ils ont déjà tout récupéré, mais les autres ont déjà récupéré 50%, et le reste, on est en cours, en fait. Il y en a, on a un settlement qui a été fait, donc on a un engagement ferme de récupérer 100% de la mise sur plusieurs quarters. Et sur l'autre, c'est un acteur qui s'appelle notamment Genesis, pour lequel il y a un procès en cours, enfin, une négociation et potentiellement une situation qui ira jusqu'à soit le protocole de conciliation avec eux et une résolution à l'amiable, ou bien la mise en place du Chapter 11. Et on sait aujourd'hui qu'il y a entre 70 et 85% des actifs qui sont présents dans les comptes. Donc il y a la capacité aujourd'hui d'aller récupérer, si on arrive à négocier correctement, peut-être 100%, mais sur une durée très longue. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on sera sans doute sur du 70-80%. Donc comme ça s'est produit dans le cas de Lehman Brothers, au final, les gens n'ont pas nécessairement perdu d'argent, ça a juste mis assez longtemps à pouvoir se récupérer. Il en est de même d'FTX, qui aujourd'hui, il y a des brokers qui nous achètent la ligne FTX à 30%. Il y a 4 mois de ça, ils nous l'achetaient à 5%. D'accord. Est-ce qu'ils vont l'acheter à 40 ou à 50 ? Je ne sais pas. Bon, la ligne FTX, c'est la nôtre, hein, c'est notre propre argent, mais c'est assez intéressant de se dire que... Après, les frais d'avocat sont aussi très intéressants. C'est un autre débat dont on peut parler, parce que je n'avais jamais vu des factures avec autant de zéros. Très bien. Je retourne sur les actifs qu'on a évoqués tout à l'heure. Je voulais avoir votre avis sur le private equity, sur le non-coté, sur ce qui se passe aussi aujourd'hui. Ça va être un actif qui va peut-être pouvoir être un peu plus poussé via la loi industrie verte. Le gouvernement souhaiterait que ça fasse partie un peu plus des portefeuilles. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que le private equity ou le non-coté a sa place dans vos portefeuilles pour des particuliers ? Guillaume Mottier, je commence avec vous. C'est un sujet qui effectivement a émergé dans le marché il y a à peu près 18-24 mois. On sait que c'est une classe d'actifs qui est traditionnellement plutôt réservée. Alors d'abord bien sûr à des institutionnels depuis très longtemps, depuis l'origine, et puis dans le retail ou quasi-retail plutôt à des investisseurs très très sophistiqués. Et ce qu'on voit depuis on va dire 2-3 ans, c'est en effet l'émergence du private equity, alors évidemment sous forme de fonds, voire de fonds, comme étant une classe d'actifs pour des particuliers, on va dire, de la classe un peu en dessous, qui ont un patrimoine plus faible. Nous, ce qu'on pense, on l'a mis dans notre gestion pilotée, on pense là aussi, pour revenir un peu à la théorie financière de base, qu'il faut être investi dans toutes les classes d'actifs. Le private equity fait évidemment partie des classes d'actifs dans lesquelles il faut être. L'un des sujets qu'on peut avoir, c'est que beaucoup de gestions pilotées, finalement, visent, pour optimiser les frais, y compris les frais en dessous, à être investi uniquement en ETF. Et dans le private equity, il n'y a pas d'ETF, en fait. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de dire, chaque fois qu'on peut, évidemment, les classes d'actifs classiques, obligataires, actions, on prend un ETF.
Et comme on veut mettre du private equity, on fait un fonds qui n'est pas un ETF, qui est un fonds de gestion active. Et nous le proposons également par ailleurs pour les gens qui veulent faire de la gestion libre et investir dans le private equity. Mais en plus de ça, ce qui est clair, c'est que le private equity est une classe d'actifs qui se prête beaucoup au narratif autour de l'épargne. C'est-à-dire qu'on voit que les gens ils veulent savoir dans quoi ils investissent, avec une logique sectorielle, par exemple, ou une dimension environnementale qui, évidemment, c'est un cliché, c'est une évidence, devient un élément absolument crucial de la gestion de l'épargne dans ce pays. Donc nous, on croit vraiment que c'est une classe d'actifs indispensable. On l'a mise dans une gestion pilotée, on la propose aux clients, bien sûr. J'allais dire, comme les cryptos, il vaut mieux comprendre ce qu'on achète. Et évidemment, on invite très fortement nos clients à bien lire, à bien comprendre. Mais l'histoire que ça raconte, au-delà même simplement de la logique de pure performance, de diversification, nous semble en effet intéressante. Sur ce sujet, je pense qu'il y a eu un changement quand même sur le private equity, peut-être pas encore dans la tête un peu des clients, mais c'est que le narratif depuis, ou en tout cas la justification depuis la hausse des taux est un peu différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait l'impression, encore une fois un peu comme l'immobilier, dans cette période de baisse des taux, c'était un peu magique, c'était le seul truc qui rapportait quelque chose, il y avait très peu de volatilité. Donc effectivement, avec les taux bas, c'était vraiment la pierre philosophale. Donc il y a eu les institutionnels, il y a eu ensuite les high net worth, et puis il y a eu, depuis 2-3 ans, la fameuse retailisation du non-coté, qui était le Graal. Il faut, je pense, raison garder. Il faut avoir en tête, par exemple, les unités de compte en France, c'est 500 milliards d'euros, à peu près. Il y a une des estimations selon lesquelles unité de compte en non-coté, je ne parle pas de l'immobilier, mais non-coté, donc private equity, un peu de dette, c'est 2 milliards. Donc c'est 0,5%. Malgré tous les efforts. Donc on peut dire, c'est vrai que c'est des croissances de 10-15% par an. Après, quand on regarde la base de départ, c'est extrêmement loin encore des autres classes d'actifs. Voilà. Après, il faut effectivement se dire que voilà, ça a une place dans son allocation, mais peut-être pas la place qu'envisageait, je pense, pas mal de gens, pas mal de distributeurs, il y a encore 2 ans. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a un marché, mais il n'est sans doute pas aussi bullish peut-être que ce qu'on pouvait penser il y a 2 ans. Et puis sur uniquement private equity, il y a quand même certaines questions, parce que vraiment avec le taux d'emprunt derrière qui est complètement changé, l'ingénierie financière, ça ne suffit plus. Il faut vraiment avoir un sous-jacent opérationnel sérieux et une vraie thèse d'amélioration opérationnelle. Donc nous, on a lancé un produit le mois dernier, mais un peu différent. On a lancé un produit qui mixait dette privée et private equity. Avec justement la dette privée, on a parlé des taux, on a parlé de l'intérêt, un produit avec un taux variable qui permet aussi de capter les futures éventuelles hausses des taux de façon positive, et puis pour avoir un pick-up un peu plus important, une partie private equity. Voilà. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu différemment. Et donc pour le retail, avec ce qu'on voit aujourd'hui, on est plus à l'aise avec un produit un peu diversifié comme ça qu'un pur produit private equity. Vous venez de dire que la part sera peut-être pas aussi grosse qu'on espérait. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation dans un portefeuille d'un particulier? C'est une petite partie, c'est 5-10% maximum? Si vous voulez un chiffre, je vais vous dire ça, effectivement. Et puis la vraie question, c'est ça dépend de quelle base de départ on parle. C'est quoi voilà, est-ce qu'il a 100 000 euros de patrimoine financier ou est-ce qu'il a 10 millions? C'est pas du tout les mêmes réponses. Mais oui, ça doit rester une part marginale. Et puis, dernier point, c'est vrai que de plus en plus, on a des produits pour le vrai retail qui sont vendus en unité de compte, donc packagés pour l'assurance. Donc la première chose à regarder, est-ce que finalement la promesse qui est dans ce produit, c'est la même que le produit qui n'est pas packagé en assurance vie? Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, l'assurance vie, ça donne la sensation, un peu l'impression de la liquidité. Donc ce qui intéresse énormément les clients, mais on a vu qu'avec les SCPI ou les SCI surtout, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ce gros intérêt qui pour moi était un levier très fort pour le développement du non-coté qui a été enfin je peux avoir ça, qui normalement était quelque chose de pas liquide, j'avais mes fonds bloqués pendant 10 ans, là c'est magique, avec l'assurance vie, je vais avoir mon épargne disponible à tout moment. Attention, je pense qu'avec ce qu'on a vu sur l'immobilier, on est un peu revenu de cette sensation de liquidité à tout instant avec un prix à peu près garanti. On peut avoir la liquidité, mais parfois c'est avec un moins 20% juste avant. Nicolas Louvet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au risque de vous surprendre, je vais reprendre ma casquette précédente, parce qu'en fait j'ai fait 17 ans avant d'être patron de CoinHouse, de capital risque. Donc j'ai été partenaire de fonds d'investissement, j'ai commencé notamment dans une vénérable maison bancaire sur de la gestion de produits que vous connaissez sans doute, qui était très retail, qui étaient les FIP ou les FCPI, donc des produits de défiscalisation vendus dans tous les réseaux, la Banque Postale, SG, tout ça, avec la promesse d'une défiscalisation assez intéressante. Je crois qu'à l'époque c'était 25%, donc vendus à des petits épargnants. Ça a été quand même globalement une vraie catastrophe, il faut le dire.
Et ça a commencé dans les années 97. Hein, c'était Strauss-Kahn et les gouvernements de l'époque qui avaient mis en place ce projet. C'était certes à l'époque de la précédente, enfin la bulle, du coup, avant la bulle. On a eu quand même des collectes assez importantes. Je crois qu'il y avait plus d'1 milliard d'euros par an. Quand vous regardez les performances de l'époque, ça a été quand même très très difficile. Il y a des gens qui ont perdu avec un placement qui a duré 10 ans, voire 12 ans, parce que les durées se sont énormément étendues, 90% de leurs fonds. Donc les performances étaient quand même assez dramatiques. Et pourquoi ? Parce que, en tout cas, sur cette grande classe du private equity, qui était une grosse catégorie d'investissement, il n'y a pas que le LBO sur Tereal ou je ne sais quelle grosse boîte sur laquelle on a fait le 8e essorage de l'EBITDA, mais il y a aussi les startups, etc. Et c'est là où il y a le plus de domaines. Et un, ça demande des vraies compétences dans les équipes. Deux, c'est des temps très longs. Et qui sont liés complètement au cycle. Là, la thématique du moment, nous on est plutôt bien financés, on a levé pas loin de 50 millions d'euros, mais il y a pas mal de copains qui sont dans les salles à côté, qui ont sans doute des difficultés à venir, parce que quand on est patron de boîte fintech aujourd'hui ou de n'importe quelle start-up, vous pouvez avoir des grosses difficultés à vous refinancer dans les années à venir. Ce qui veut dire que les LP qui sont derrière, donc les investisseurs, qu'ils soient des professionnels ou derrière des particuliers, vont avoir quand même des retours à mauvaise fortune sur ces investissements. Donc attention, les cryptos c'est dangereux et jamais on dira de mettre plus de quelques pourcents de son patrimoine. À nouveau, ça dépend parce que si vous en avez 100 millions ou si vous avez 200 000 euros ou 10 000 euros, vous ne mettez pas la même chose. Mais clairement, cette classe-là d'actifs, elle est particulière, elle est cyclique, elle peut être extrêmement difficile en matière de liquidité, enfin très illiquide. Donc watch out, à mon sens, à mesurer, à prendre avec des pincettes. Et pourtant, on a fait des super perfs aussi, mais c'est difficile, clairement. Adina ? Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit sur le sujet, notamment le message de attention. Il y a la problématique de la liquidité et il y a vraiment la problématique de la disparité des investissements et des performances. Parce que du private equity, ça peut prendre plein de formes, de l'investissement vraiment en early stage, start-up, qui est hyper risqué, à de l'investissement vraiment dans des grosses boîtes qui ont des EBITDA formidables, qui financent une croissance quasi infinie. Enfin, donc et on n'aura pas du tout le même risque, la même attente de rendement, etc. Et puis après, c'est long. Donc effectivement, si on rentre dedans pour 20 ans, voilà, c'est OK, on peut voir les choses venir. Mais si on se dit, on rentre dans une assurance vie avec l'idée d'en ressortir dans 5 ans pour acheter sa maison, c'est différent. C'est différent. Ouais. Après, il y a quand même des assureurs qui, pour pouvoir mettre le private equity dans leurs produits, se mettent en face, font la liquidité. Mais c'est un parti pris fort. Hein. Donc effectivement, que tout ce qui est illiquide de toute façon, et oui, il y a la question de la valeur, on n'en a pas beaucoup parlé, mais autant une action, elle est cotée en bourse, c'est assez transparent la manière dont c'est calculé, même si on ne maîtrise bien sûr pas la façon dont les gens vont réagir à des résultats. Mais sur de private equity, il y a un reporting qui se fait parfois une fois par an, avec des prix qui sont sur des boîtes donc de gré à gré. Donc un coup, elle est valorisée 100, et puis après... la prochaine valo, comment elle a été réalisée, s'il n'y a pas eu d'entrée d'argent dessus, etc. Donc c'est vraiment... je sens que tu veux dire... Non, juste pour compléter, excuse-moi, mais pour rebondir sur ce point-là, justement, de la valorisation, il ne faut pas oublier quand même que l'afflux massif d'argent ces dernières années a créé en fait des opportunités pour les investisseurs et pour certains entrepreneurs aussi de ne pas sortir tout simplement, mais de se refinancer. Donc y compris même en LBO, il y a plein de sorties qui sont tout simplement des sorties financières, du refinancement, mais c'est purement mécanique, c'est juste l'argent pas cher qui fait qu'on se finance par juste la mécanique financière. Et pour les startups ou les scale-up, il y a combien de scale-up qui ont réellement été vendus à Microsoft, Meta, Alibaba ou je ne sais pas combien, je ne sais pas trop qui, pour X milliards d'euros cash. Quand je dis cash, c'est vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est des boîtes qui ont été... il y a eu des très belles sessions, mais c'est des investisseurs qui ont acheté des positions de certains entrepreneurs. Fine, c'est très bien. Et de certains investisseurs. Mais
elle est où la sortie, elle est où l'IPO? On en est où là de cette boîte-là? C'est la fair market value, fine, mais on est où? Désolé pour mes anglicismes. Mais on en est où du cash réel, du cash on cash? À la fin, quand vous rendez de l'argent auprès d'investisseurs, vous rendez du cash, pas des promesses, pas quelque chose. Et je pense que tout le monde le sait dans le private equity. Vous pouvez pas aller voir un partenaire de fonds de capitalistes sans qu'il vous regarde ses pieds au bout d'un moment, il va dire bah oui, bien sûr. Je pense que là, c'est la fin de la messe, quoi. Oui, moi, deux remarques complémentaires que je voudrais faire, c'est qu'un environnement de taux plus élevé, il fait un peu le ménage sur des montages ultra leveragés. Et en effet, un environnement de taux zéro a créé une forme d'anesthésie, enfin je ne sais pas comment on peut le qualifier, avec des montages leveragés à 12 fois, 13 fois, 14 fois. Ça, le fait que ce soit honnêtement totalement impossible dans l'environnement de taux actuel me semble plutôt sain. C'est la performance sous-jacente de la boîte, avec les sujets de valo dont tu parles qui sont réels. Mais quand même, globalement, le driver de valo va être plutôt la performance, alors que dans le monde d'avant, avec des taux zéro, on peut leverager à 12 fois, 13 fois. Et honnêtement, dans ce contexte-là, la création de valeur, je ne sais pas très bien comment elle se fait. Elle est totalement, elle est fictive en partie. Deuxièmement, les transactions secondaires, je pense que tu as raison. Ce qu'on voit, c'est que parfois, on a une valo qui se fait sur GCD 5%, à un fonds qui d'ailleurs, comme par hasard, va acheter 5% d'une autre participation. Il y a des deals un peu croisés. Et en effet, je pense qu'avoir une vision plutôt assez saine, donc nous, quand on met du private equity, notamment dans une gestion pilotée, c'est effectivement à petite dose et avec une sélection extrêmement forte, des montages peu leveragés. Parce que, en effet, ce que vous dites, les pratiques non vertueuses, ça existe. Donc ça renforce en effet le message de vigilance sur cette classe d'actifs. Je ferme la parenthèse de ce sujet. Je vais rapidement, il nous reste 4 minutes, alors je vais rapidement passer aux outils peut-être que vous utilisez pour rebondir ou faire face à ces marchés volatiles ou aux complexités qui émergent. Guillaume Mottier, on a parlé de l'intelligence artificielle lorsqu'on préparait cet entretien. Est-ce que c'est quelque chose en lequel vous croyez? Est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui et de quelle manière? Alors c'était l'objet de la table ronde d'avant, donc je veux pas refaire le débat qui était de très très grande qualité et aux conclusions duquel je souscris. Je pense que l'IA est évidemment incontournable, c'était ce qui a été dit avant, c'est un must-have dans des métiers dans lesquels il y a énormément d'informations à digérer, à processer. Finalement, juste faire confiance à l'intelligence humaine va finir par être considéré comme un risque, donc l'IA est totalement incontournable. Je pense quand même que l'environnement dans lequel nous sommes fait aussi revenir à des fondamentaux peut-être un peu moins sophistiqués que l'IA. Ce que je vois chez nos clients, c'est d'abord une moindre tolérance aux frais. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Je pense que les gens, ils challengent. Ils vont challenger, par exemple, des réseaux de distribution. Ils vont dire, mais c'est quoi les frais? Et ça, je trouve c'est très, très bien. Il y a, on l'a dit, une moindre tolérance au risque. Ça, j'ai dit en commençant. Il y a aussi une moindre tolérance à la complexité. Je pense que quand il faut arbitrer rapidement, le grand gagnant, c'est des parcours digitaux simples, parce que les gens ne comprennent pas que quand ils veulent, par exemple, sortir d'une SCPI, parce qu'ils commencent à avoir un peu des doutes, on leur complique administrativement le sujet. Donc je dirais qu'on est dans ce contexte, sur l'aspect outil, l'aspect process, en train de revenir un peu à des fondamentaux, des réflexes un peu sains. Alors je dirais du point de vue de l'entreprise que nous sommes, voilà, de nouveau être à la pointe. Et je dirais, c'était Sébastien qui disait ça dans la table ronde d'avant. On est de toute façon très humblement dans la posture, pour l'instant, de l'écolier qui apprend et qui teste. On est tous dans cette posture-là. Et puis, bien sûr, les technos évoluent tellement rapidement que les certitudes qu'on peut avoir au mois de mars ou au mois de juin, finalement, sont assez vite balayées. Par contre, c'est clair que des acteurs digitaux du placement, du crédit, doivent évidemment embrasser la révolution de l'IA, c'est absolument incontournable. Adina, est-ce que vous utilisez des outils digitaux comme ça pour l'allocation de vos produits? Oui, en fait, donc l'IA, on l'utilise depuis très longtemps, ça doit faire une dizaine d'années, mais parce que la société est vieille et que notre expertise initiale, en fait, est l'allocation d'actifs. Donc on est vraiment des ingénieurs financiers qui travaillons en univers prospectif sur des milliers de scénarios, à tester des trucs dans tous les sens. Et en fait, l'IA nous a permis de vraiment améliorer la rapidité de la construction d'un portefeuille, de la construction d'un algorithme sur mesure, etc. Et puis ensuite, quand on s'est tourné vers les outils, des outils d'aide, par exemple aux conseillers financiers, des simulateurs d'épargne, effectivement, là, l'IA nous aide à les aider à optimiser un portefeuille en quelques secondes. Et quand je dis quelques secondes, c'est genre 2 secondes, à faire du reporting sur mesure pour leurs clients.
Et en fait, on est arrivé un peu par le hasard des choses à être au milieu d'une place de marché digitale pour l'épargne, notamment parce que la gestion pilotée dont tu parlais tout à l'heure s'est beaucoup développée et qu'elle va exploser pour moi dans les années à venir, et qu'il y a tout un tas de problématiques autour de la gestion pilotée. Le transfert d'informations entre l'assureur, l'allocataire gérant et le réseau de distribution, le manque de transparence sur les frais, sur les performances, etc. Et donc, il se trouve qu'on avait la possibilité, en fait, d'aider un peu tout le monde. Et donc, on a fait un outil de gestion pour tous les gérants qui font de la gestion pilotée, pour les aider à faire le reporting avec de l'IA de manière instantanée, le reporting réglementaire de manière instantanée, de transmettre à l'assureur de manière sécurisée les informations avec des contrôles pré-trade, etc. Et puis de mettre tout ça à disposition des conseillers, des réseaux de distribution, via des simulateurs d'épargne, et tout ça en mode play. C'est un peu comme la PlayStation, on se connecte avec un mot de passe, un login, et c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc oui, c'est un énorme changement. Oui. François Deltour ? Oui, rapidement, je pense qu'on doit tous, on doit tous être humbles là-dessus, parce qu'effectivement, j'aime bien le terme, on est un peu comme des écoliers, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc nous, on refuse pour l'instant de mettre directement des choses basées sur l'IA face à un client sans avoir un humain. Après, la gestion d'actifs, par nature, c'est un monde de données. Donc ça se prête naturellement, évidemment, à tout ce qui est autour de l'IA. Donc pour prendre un exemple de choses qu'on fait, c'est pas basé sur l'IA générative, mais c'est en fait pour simplifier le travail de nos analystes. Quand on a des analystes crédits ou extra-financiers qui doivent balayer un panel de 15 000 boîtes qui est notre univers investissable, c'est pas avec 10 personnes qu'on va le faire de façon efficace. Donc on a travaillé avec une boîte pour monter une sorte de modèle basé sur du NLP qui va regarder en fait toute la documentation comptable d'une entreprise pour essayer par secteur de se dire tiens, comment est-ce qu'ils font pour gérer par exemple les stocks ? Est-ce que leur façon de comptabiliser les stocks, elle ressemble un peu à ce qu'on peut voir ailleurs dans le secteur, ou ils ont une façon étrange de le faire ? S'ils ont une façon étrange de le faire, ça veut peut-être dire qu'il y a une façon étrange de faire de la comptabilité, donc ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose de plus sérieux derrière. Donc ça nous donne plutôt des alertes en disant bah tiens, ça vaudrait peut-être le coup de regarder ça, et voilà pourquoi. Et donc ça permet un peu plutôt, en termes d'efficacité, de focaliser le travail des analystes sur certaines boîtes plutôt que d'aller analyser, je prends par exemple, je sais pas, Danone, qu'il y a 15 analystes déjà large cap qui couvrent sans doute de façon très bonne. Nicolas Louvet, je vous voyais acquiescer juste avant par rapport à ce qu'Adina disait. Oui, donc comme pour ce que vous faites, Adina, ou ce que tu disais, François, nous aussi, on va utiliser l'IA générative pour faciliter de l'écriture de reporting, de bilan d'investissement, bilan comptable, etc., ou analyser éventuellement tous les flux médias qui peuvent donner des signaux faibles, par exemple, sur un mouvement de marché. Après, sur la partie investissement, je pense que l'IA générative dans l'investissement, je ne sais pas dans le précédent panel, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Je pense que des modèles quant existent depuis très longtemps sur les marchés financiers, et il se trouve que la crypto est assez similaire à certains marchés, et les modèles se prêtent très bien. Et donc là-dessus, oui, il y a des modèles qui sont utilisés et qui peuvent fonctionner. Nous, on a aussi un produit de gestion pilotée où les gens signent un mandat et nous confient leur argent, et on utilise différents types de stratégies dans lesquelles mais c'est pas de l'IA générative, c'est vraiment des modèles beaucoup plus classiques tels qu'ils existaient ou tels qu'ils existent depuis un petit moment. Voilà. Merci. Je vous remercie tous les quatre pour votre participation. On a un petit peu dépassé le temps, je suis désolée. Merci beaucoup.